Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, c'est une belle initiative que notre partenaire, le Clémy, a lancée. La famille tout écran a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques à tous les parents quant à l'utilisation du numérique dans les foyers. Et on découvre un extrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui d'une styliste pas comme les autres, la néerlandaise Iris van Herpen, actuellement à l'honneur dans une exposition qui a lieu au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Absolument, elle invente la mode du futur en s'inspirant du vivant, de l'alchimie, le tout en découpe laser et en impression 3D. On découvre ça tout à l'heure. Et oui, et puis juste avant, les jeunes Français seront-ils entendus aux prochaines élections? Ils en ont en tout cas des choses à dire, comme en atteste le succès du Parlement des jeunes. La deuxième édition de cette manifestation a lieu aujourd'hui et on en parle avec nos invités. Jacques Huybrecht, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le fondateur du Parlement des jeunes. Et Clémence Braquet, bonjour Clémence. Bienvenue sur le plateau aussi. Vous avez 17 ans, vous êtes jeune parlementaire, élève en terminale en section européenne en région parisienne. Vous allez nous raconter tout ça juste après le focus. Ça s'appelle la famille tout écran et c'est à la fois important et utile pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille. Le Clémy nous propose cette série qui invite à un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. On découvre un épisode ensemble. Mes chéris, ce soir c'est Marie qui vous garde. Papa et moi on profite de la pleine lune pour aller se faire un petit dîner en amoureux. La Lune? Vous parlez bien du 5e plus gros satellite du système solaire? En même temps, avec un diamètre moyen de 3474 km, ça la met dans le top. Et comme la Terre, la Lune a un noyau très chaud, mais plus petit. Allez, faut y aller. Hein, la Lune ne va pas nous attendre. Non, mais elle va revenir dans 29 jours et demi. C'est ce qu'on appelle la période synodique. Un tour autour de la Terre, si vous préférez. Ils sont trop mignons. Non, une licorne, c'est mignon. Mais les petits Bogdanov en culotte courte, ils commencent à me fatiguer. Bon, où est-ce que vous avez appris tout ça, les enfants? Je dois avouer que j'y suis pour quelque chose. Encore elle. Mon suit Dr Nozman, c'est un youtubeur, il fait de la vulgarisation scientifique. Encore lui. Papa, j'ai même trouvé une info pour toi qui adore le surf. Tu savais que les marées étaient causées Par la force de Lune et du Soleil et une force d'inertie due à la révolution de la Terre autour du centre de gravité du couple Terre-Lune. Le tout couplé à la rotation de la Terre. Terre sur son axe. Ce qui semble logique. Ah. Ils sont trop forts. Internet regorge de fausses nouvelles, mais c'est aussi une source de savoir immense. Posez-vous toujours la question, qui me parle et dans quel but? Soyez curieux, développez votre esprit critique et partagez ce qui vous passionne. Oh, j'ai une idée. On essaye de trouver Vénus. Alors c'est... Waouh. C'est magnifique. Mais non, ça c'est la parabole du voisin. Porter la parole des jeunes dans leur entière diversité sur les enjeux prioritaires qui les concernent. Voilà la mission que s'est donnée le Parlement des jeunes, une initiative qui revient pour sa seconde édition aujourd'hui au CESE et on le découvre tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Jacques Huybrecht. Vous êtes donc le fondateur de ce Parlement des jeunes et Clémence Braquet, 17 ans, jeune parlementaire, porte-parole aussi de ce Parlement des jeunes. Peut-être une première question pour commencer avec vous, Jacques. La mission du Parlement des jeunes, c'est de quoi? Transmettre les engagements de cette nouvelle génération, de la jeunesse française auprès des acteurs politiques et économiques, c'est ça? Oui, alors c'est d'abord, rapidement, c'est né de la sortie de Covid en fait. C'était une période bien évidemment que les jeunes ont mal vécue. Toutes les générations ont mal vécu cette période, mais en l'occurrence, cette génération a été particulièrement touchée par cette période. Et moi, je me suis dit, en 2020-2021, je me suis dit, mais finalement, il y a deux choses. Il y a une abstention importante de la part des jeunes dans la vie politique. Deux, il y a tout un tas de problèmes qu'ils vivent, des transitions très fortes. Et donc, finalement, est-ce qu'on entend vraiment leur voix dans ce pays? Alors, OK, ils votent pas. C'est clair, enfin, on pourra revenir sur ce sujet-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont rien à dire? Alors on s'est dit que le Parlement des jeunes allait leur donner la parole. Donc c'est d'abord ça, c'est donner la parole aux jeunes. Écouter, entendre, écouter. C'est vachement important, écouter ce qu'ils ont à dire. Peut-être qu'ils ne votent pas, mais il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles ils ne votent pas. Voilà. Et puis, on n'est pas d'ailleurs que sur le champ politique. On pourra en reparler. Il y a tout un tas d'enjeux qui ont été traités, qui sont traités depuis 2021. Mais là, en l'occurrence, cette année, on reviendra sur le dispositif, qui sont plus particulièrement traités pour cette édition 2023.
D'accord. Et les jeunes sont combien aujourd'hui cette année ? Alors, on a fait un appel à candidature. On a eu 350 candidats pour ce Parlement. On aurait pu en avoir beaucoup plus. On n'a pas tellement communiqué. C'est déjà énorme. On a retenu 170 candidats. On pourra revenir sur pourquoi ceux-là et pas d'autres. Et là, le 14, on sera 150. Voilà, il y en a qui ne peuvent pas venir, il y en a qui ont des examens, il y en a qui ont décroché un peu, il y en a... Voilà, donc 150, c'était un peu l'objectif. On s'est dit, 150, ça représente à peu près un échantillon type convention citoyenne sur le climat ou sur la fin de vie, puisqu'en fait, on s'est pas mal inspiré aussi de ce modèle. Clémence Braquet, vous avez donc 17 ans, vous faites partie de ces 150 jeunes parlementaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette initiative ? Vous étiez déjà engagé peut-être dans votre vie personnelle et vous avez décidé d'aller encore plus loin avec le Parlement des jeunes ? Oui, tout à fait. Alors, en 4e, je me suis engagée au conseil municipal des jeunes de ma ville, où j'ai été pendant 3 ans élue, avec 35 autres jeunes qui avaient entre 13 et 18 ans. D'accord. Donc on a mis en place des actions pour notre ville. Puis après, à partir de la première, je me suis inscrite au Parlement européen des jeunes. Et le Parlement européen des jeunes nous a proposé de nous inscrire, de nous proposer pour le Parlement des jeunes en 2023-2024. Est-ce que c'est une initiative avec laquelle vous travaillez, le Parlement européen des jeunes ? Il se trouve que le Parlement européen des jeunes est une association qui travaille sur l'éveil démocratique, l'éveil citoyen des jeunes. Ce n'est pas un Parlement comme le nôtre, mais on est allé voir un certain nombre d'associations pour aller chercher tous ces jeunes. Et cette association nous a proposé effectivement un certain nombre de candidats, dont Clémence et d'autres. Donc voilà, donc ils ont un rôle important. Eux et bien évidemment tout un tas d'autres associations avec lesquelles on a bossé, il y en a une bonne trentaine, qui nous ont aidés à aller chercher tous ces jeunes un peu partout là où ils sont, à des niveaux... Alors vous avez Clémence qui est là sur le plateau, qui a déjà un engagement, mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout d'engagement, ou d'autres qui ont encore un engagement supérieur. On a par exemple le plus jeune maire de France, Hugo Biolay, qui est avec nous. Qui a quel âge ? C'est une bonne question. Je crois qu'il a 23 ans, 24 ans. D'accord. Voilà, c'est un jeune élu. Voilà. Mais lui, il fait partie des exceptions. Il est en Auvergne, c'est une petite ville d'Auvergne. Lui, Clémence sont des exceptions parce qu'on en a beaucoup d'autres qui ne sont pas engagés. Et c'était vraiment important d'avoir un panel, pas que de jeunes actifs ou pas que de jeunes engagés, mais aussi de jeunes qui représentent la jeunesse dans une diversité assez forte. Alors je ne peux pas dire, je vais être très très honnête, on ne représente pas totalement la sociologie de France, mais quand même on l'approche. On a des jeunes de banlieue, on a des jeunes de milieux ruraux, on a des jeunes citadins, on a des jeunes de 16 ans, 17 ans, comme Clémence, on a des jeunes de 23, 24 ans, on a certains qui sont en formation courte, d'autres qui sont en formation longue, d'autres qui travaillent, qui sont déjà au boulot, d'autres qui sont entre les deux, qui sont un peu décrocheurs, Ça demande quoi comme engagement de temps ? Vous parlez effectivement de ces jeunes qui travaillent, qui sont encore au lycée pour vous, Clémence, aussi dans votre cas. Alors, l'engagement pour le Parlement, ça a nécessité 3 samedis, quand même, des samedis, j'insiste là-dessus, 3 samedis à chaque fois avec des sessions de 4 heures. Donc il a fallu rester derrière son écran parce qu'on a animé ça d'abord à distance, avec des outils qui nous ont permis de faire ce travail avec eux en collectif. Donc 170 jeunes, vous imaginez, partout en France, dans les dom-toms, partout en Auvergne, à Rueil-Malmaison, etc., qui travaillent ensemble. Donc il y en a quelques-uns quand même pour qui ça a été un peu dur. Et puis beaucoup qui ont participé. Et in fine, on a eu ces 3 séances. Il y en a une qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Et la dernière, la plus importante, le 14. Aujourd'hui au CESE, tout le monde est là. Clémence, vos sujets de prédilection à vous, ce qui vous anime, qui vous passionne, c'est l'éducation, entre autres, et ça tombe bien, je crois, parce que vous êtes dans la bonne émission pour en parler. Quel est votre constat sur ce secteur aujourd'hui que vous vivez, en plus de l'intérieur, puisque vous êtes encore au lycée ? C'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les élèves ont un stress chronique à l'école, c'est des inégalités de chances socio-économiques, une fracture territoriale, il y a plein de sujets qui vous animent, j'imagine. Oui, en effet, j'en ai discuté avec mes camarades. Et le stress revient énormément. L'école provoque énormément d'anxiété et de stress auprès des élèves. Pourquoi ? Dû à la surcharge de travail, dû à la surcharge d'heures de cours également. Parce que c'est vrai qu'en terminale, je prends mon exemple, en terminale, on commence à 8h, on finit à 18h20. Le lendemain, on recommence à 8h. Entre-temps, on a des activités extrascolaires. On a également du travail.
et ça fait qu'au bout d'un moment, il y a une pression scolaire aussi qui commence à s'installer et les élèves étouffent à cause de toute cette pression, de toute cette surcharge de travail et c'est ce qui crée aussi de la pression à la maison, mais également entre les amis, parce que les amis se mettent en compétition par rapport aux notes, parce que maintenant les notes sont devenues une priorité, avec Parcoursup également, surtout au lycée. Mais oui. Et, vous comparez aux autres? J'essaye de ne pas le faire, mais c'est vrai que c'est difficile parce que même les profs nous comparent aux autres et ça rend il y a une atmosphère très stressante dans la classe et même dans l'établissement dû à ça. Ce mal-être des étudiants, Jacques, vous le voyez aussi. On a vu récemment les résultats PISA qui sont dramatiques cette année. Vous l'avez constaté aussi. Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là ? Alors d'abord, je voudrais vous dire une chose. Je ne vais peut-être pas aller dans le sens de tout ce qui se dit et du ministre, mais je pense que ce n'est pas très grave qu'on ait une mauvaise note à PISA. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce que dit Clémence. Ça, c'est beaucoup plus grave. Le mal-être étudiant global ? Extrêmement importante sur les jeunes. Moi, j'ai un garçon qui a 17 ans, donc je le vois bien. Pression et tout un tas d'injonctions qui viennent du système, bien évidemment, des classements, de Parcoursup, des parents. On participe bien évidemment largement à cette pression. Et ça, c'est beaucoup plus important que d'être un peu moins bon en mathématiques dans le classement PISA. Donc je pense que c'est ça plutôt qu'il faut regarder et voir comment on peut avoir une génération de jeunes qui s'épanouissent dans leurs études, qui s'épanouissent dans la vie. Et c'est la même chose dans le milieu professionnel, hein. C'est tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, ils nous disent, ils relient très très bien dans le travail qu'on a fait avec eux, le stress qu'ils vivent avec le stress que les salariés, les employés, enfin les gens vivent dans le monde de l'entreprise. Donc il y a une attente très forte en général de lever ce capot et de faire respirer nos jeunes, de leur permettre d'avoir plus de temps pour eux, plus de temps pour leur vie extrascolaire, plus de temps pour leur engagement citoyen, écologique, peu importe leur engagement. Donc ça, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, et classement PISA, moi personnellement, là je parle pour moi, je pense que c'est pas vraiment le plus important. Partant de ce constat, quelles sont les principales propositions que vous émettez aujourd'hui au CESE 14 décembre ? C'est quoi ? C'est une réforme de Parcoursup, vous en parliez tout à l'heure Alors c'est vrai qu'on aimerait, mais c'est difficile parce que ça impliquerait de faire un projet à l'échelle nationale et on n'a pas les moyens de le faire à notre niveau. Donc nous, on s'interrogeait plus sur le harcèlement parce que c'est vrai que c'est un problème qui existe encore aujourd'hui. Un fléau. Et c'est dû à tout ce stress que les élèves engendrent. Donc nous, on aimerait plus créer un projet sur ce thème-là que sur la surcharge de travail, même si on aimerait bien... oui, agir sur tout un tas de sujets, évidemment. On va continuer d'en parler en tout cas avec vous. Vous allez nous parler de vos propositions sur le domaine de l'éducation et puis sur votre vision aussi un peu plus globale de cette population étudiante, si vous voulez bien. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. See where you are. Now you're in it. Oh! Let me see. Does it
fish in Yeah, there. walk around, walk around. Look, it's an octopus. It's an octopus in the sky. Который полюбил всем сердцем. Он изменил мою жизнь, а я в благодарность принес ему славу лучшего промышленного центра Российской империи конца XVIII века. Я... Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités. Mais juste avant de reparler de cette jeunesse qui s'engage, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, focus sur une artiste inclassifiable, la styliste néerlandaise Iris van Herpen, qui est actuellement à l'honneur au Musée des Arts Décoratifs à Paris, c'est ça? Absolument. Du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024, le Musée des Arts Déco accueille une figure pour le moins singulière de la mode contemporaine. On la voit, Iris van Herpen, styliste hollandaise, donc née en 1984. Alors, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez certainement ceux de celles qu'elle a vêtues, de Queen Bee, Beyoncé, à Lady Gaga, en passant par Céline Dion. Aucune star n'échappe au ciseau et à l'aiguille de la styliste. Le 29 novembre, donc, on inaugurait son exposition rue de Rivoli, en grande pompe, avec la présence prestigieuse de la reine Maxima, vêtue pour l'occasion d'une des créations de l'artiste, aux côtés de notre Brigitte, qui avait préféré ce soir-là la sobriété de Louis Vuitton. Et si les invités étaient aussi illustres, c'est bien que la styliste néerlandaise, eh bien, elle n'a pas son pareil dans le milieu de la mode, lauréate d'une vingtaine de prix internationaux. C'est la pionnière de la haute couture technologique. Raison pour laquelle les stars se l'arrachent? Eh bien, en effet, Iris van Herpen, elle a inventé un univers formel qui est tellement marquant qu'elle est forcément au cœur de l'attention. On la voit présente sur les podiums autant que sur les réseaux. Elle fait du vêtement un hybride où se croisent la mode, la sculpture, la technologie. Son style, il n'a jamais été vu ailleurs, qu'elle travaille un silicone noir ou du millard irisé. Son univers, il va des fonds subaquatiques jusqu'à l'univers de la science-fiction. Alors, forcément, Lady Gaga, qu'on voit ici, eh bien, elle ne pouvait que valider la figure néerlandaise Iris van Herpen. Et donc, en fait, ce qui différencie Iris van Herpen, eh bien, et qui va la faire révolutionner le domaine de la mode, c'est sa volonté d'intégrer dans ses créations le vivant et les éléments. En 2014, avec sa collection intitulée Cristallisation, elle aborde par exemple l'eau. Comment représenter cette matière omniprésente et pourtant difficilement figurable? Eh bien, justement, pour ça, elle va chercher des matériaux loin de son domaine. On voyait ici du PETG, qui est un polymère très utilisé dans l'industrie plastique, et qu'elle va chauffer et sculpter à la pince. Là, dans une autre robe, eh bien, ce sont des milliers de sphères de verre soufflées à la main, puis coulées dans du silicone. Et ce qu'elle réussit donc à faire, Iris van Herpen, c'est bien du vêtement, eh bien, un instantané, en fait, de l'état de la matière où la peau et le vide sont aussi importants que la matière elle-même présente au sens propre. Et justement, ça traverse toutes ces créations, cet intérêt pour la nature qui vient rencontrer la technologie? Oui, c'est son MO. À chaque fois, elle puise dans le vocabulaire infini des formes de la nature pour créer des robes qui dépassent l'entendement, que ce soit à travers des dentelles comme ça de corail, dont elle va chercher l'inspiration, par exemple, dans des livres scientifiques comme ceux du biologiste allemand Ernst Haeckel. Iris van Herpen, c'est en effet une chercheuse en matériaux qu'on voit en partie dans l'exposition au Musée des Arts Déco, mais là où elle opère, en fait, ce qu'elle nomme sa craftolution, c'est dans le recours à l'impression 3D ou à la découpe laser qui lui permet de se rapprocher de la logique structurelle du vivant, dans l'assemblage des plumes, dans l'association de baleines qu'elle utilise comme les os d'un squelette grâce parfois à de véritables mécanismes, le tout évoluant en fonction de la danse du corps qui porte le vêtement.
Jade, vous avez des places pour le prochain défilé? Non, parce que moi je trouve ça incroyable. Donc alors oui, mais tous ces défilés ne sont pas forcément faciles à voir. C'est une artiste qui va au-delà de la mode. On l'a dit, elle travaille notamment avec, enfin on l'a pas dit d'ailleurs, je vous l'apprends maintenant, elle travaille notamment avec des scientifiques du MIT, dans le Massachusetts Institute of Technology, mais aussi avec des architectes, avec des biomiméticiens et parfois des chorégraphes. Et en 2014, elle a même commencé une résidence au CERN, donc le Centre européen en recherche nucléaire, qui accueille l'un des plus grands accélérateurs de particules au monde, où elle a fait défiler un mannequin et où elle a étudié en fait l'électromagnétisme à partir duquel elle va concevoir certains de ces matériaux dans sa collection Magnetic Motion. Iris van Herpen, elle se joue en fait non seulement des champs électriques et aussi de toute l'énergie électromagnétique qui nous entoure en permanence, et comme pour l'eau, elle entend le rendre visible. Et donc après ce photoshoot du CERN, elle allait évidemment pas s'arrêter là, vous le pensez bien. Son coup de force récent, ça a été un défilé dont on parlait justement, pas tout à fait comme les autres. Je vous ai dit qu'elle s'intéressait aux éléments ou ce qui a trait à l'infini. Et donc, pour son défilé 2021, elle n'a donc accepté, comme Catwalk, que les chemins éthérés des cieux. Et elle s'est adressée à une parachutiste, Dominique Kiger, pour porter ses créations en chute libre. Et je vais vous laisser donc avec ces images de cette chute libre de Dominique Kiger. Je l'ai appelée Dominique, elle s'appelle Domiti. Elle s'appelle Domiti, parfait, merci beaucoup. Elle vole pareillement que Dominique. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique toujours aussi passionnante, Jeanne. Et puis nous on lance la deuxième partie du talk tout de suite. Quel regard les jeunes portent-ils sur l'avenir, la société ou encore l'environnement face aux bouleversements et aux menaces qui pèsent sur son futur? L'inclusion des jeunes au débat démocratique peut-elle apporter des nouvelles réponses à une société en quête de sens? Voilà une des questions qu'on va continuer à poser à nos invités. Jacques Huybrecht, le fondateur du Parlement des jeunes, et Clémence Braquet, 17 ans, jeune parlementaire et porte-parole aussi de ce Parlement des jeunes. Peut-être Jacques, pour continuer nos échanges par rapport à ce que nous a dit Clémence avant la chronique de Jeanne, ce que vivent les jeunes, ce que vous ressentez au quotidien, on comprend qu'il y a un mal-être aussi dans ce que vous nous avez dit. Ce sont des questions que vous avez initialement posées à ces jeunes en amont de ce qui se passe aujourd'hui au CESE? Oui, en fait, on les a fait travailler dans un processus à 3 étapes. On leur a proposé, et on a beaucoup suggéré, on n'a jamais imposé, c'est vraiment important, et Clémence pourra peut-être en témoigner. On leur a proposé d'abord une première session de 4 heures sur leur ressenti. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Comment vous vivez les enjeux écologiques, les enjeux éducatifs? Comment vous vivez votre scolarité? Qu'est-ce que vous ressentez? On voulait vraiment avoir un retour, une sorte de photographie de la vie des jeunes, là, en 2023. Voilà, donc c'est pour ça que Clémence évoque ce stress à l'école, cette pression qu'ils ont. Et ça, ils l'ont beaucoup exprimé. Moi, je me souviens d'un témoignage d'une jeune qui nous a dit « J'ai fait 3 burn-out pendant ma scolarité ». Une autre qui a réagi en disant « Moi, j'en ai fait 1 ou 2 ». Enfin, voilà. Et donc, on sent que c'est très, très fort. Donc, première partie, ressenti. Deuxième session de travail, un mois après, ça a été sur leurs attentes. À qui voulez-vous adresser des messages? Au monde politique, au monde économique, à la société, à vos parents, à la société en général, aux syndicats, etc. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Et qu'est-ce que vous attendez, vous, pour l'avenir? On les a projetés à 2033, donc 10 ans. On les a fait travailler sur des scénarios à 10 ans. 10 ans, c'est pas trop long, donc on n'est pas dans le futur impossible à imaginer. Et puis surtout, on leur a dit, voilà, vous avez 10 ans pour changer les choses. Comment vous imaginez que la société a évolué en 10 ans par rapport à des attentes que vous pouvez avoir et par rapport à des leviers que vous avez pu actionner? Voilà. Et puis, troisième session, c'est la dernière, et qui va se prolonger, et qui se prolonge le 14 et qui se prolongera encore après le 14 décembre, c'est... Mais comment vous incarnez ça? Est-ce qu'il y a des projets qui pourraient naître de ce Parlement des jeunes, de vos échanges, et qui pourraient être concrets, qui pourraient faire avancer, si ce n'est tout le sujet ou tout l'enjeu, une partie de l'enjeu? Dont le projet sur le harcèlement dont vous nous parliez, Jeanne, tout à l'heure, c'est ça? D'accord. C'est ça. Et voilà, et donc ça a fusé. Alors on est en train de faire le tri de tout ça, et après le 14, on va aller un petit peu plus loin sur la formulation de projet. Il y a probablement des choses qui vont
soit qui existent un peu déjà et sur lesquels on va aller, on va les encourager à se rapprocher des structures, qu'elles soient associatives, publiques ou privées, qui vont dans le sens de ce qu'ils souhaitent, soit effectivement de formuler des projets tels que Clémence l'a souhaité avec son équipe. Voilà, donc c'est un parlement de ressenti, de sensation pour les jeunes, un parlement de proposition et un parlement d'action. Voilà, c'est vraiment les 3 dimensions qu'on a voulu mettre en place. Et on va continuer à parler de ces actions, puisque Clémence, effectivement, vous souhaitez des changements en profondeur dans la société. Cela se voit d'ailleurs dans les propositions que vous portez aujourd'hui au CESE, au sein du Parlement des jeunes. Est-ce que vous diriez que vous faites partie d'une génération engagée ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Je pense qu'on est, pour moi, mais également pour mes camarades, on est l'avenir de demain, on est la génération future. Et si on change, si on met pas dès maintenant des choses en place, ce sera trop tard pour plus tard. Et lorsqu'on sera grand, il faudra de nouveau mettre de nouvelles choses en place. Et faut commencer dès maintenant. Vous avez confiance en l'avenir? On parlait de 2030, 2033, c'est dans 10 ans. Comment vous imaginez la société de demain? Alors moi, j'ai toujours porté un regard optimiste sur la société. Et je pense que si tout le monde y met du sien et si tout le monde écoute ce que chacun a à dire, notre société, elle avancera bien et on ira vers le positif. Le sujet de la confiance aussi, c'est la confiance en les politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre âge, à 17 ans, on a confiance en ce monde politique? C'est compliqué c'est vrai que c'est pas une question facile. Non. Surtout pour moi. Parce que vous votez pas encore, non, mais d'ici un an, vous pourrez le faire. Exactement. Mais par rapport à la décision du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, on en parlait tout à l'heure avec Jacques, et c'est vrai que je vais donner mon avis par rapport aux classes par niveau que Monsieur le ministre aimerait mettre en place dès l'année prochaine pour les classes de 6e, 5e. Tout à fait. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui devrait être mis en place, surtout pour les élèves, parce que ça crée une discrimination entre eux. Et des comparaisons dont vous parliez tout à l'heure. Et ça, c'est pas ce qui va faire évoluer la société, d'après moi. Jacques, ce que vous initiez aussi avec le Parlement des jeunes, c'est peut-être aussi donner ces pistes à ces jeunes pour leur donner envie de se mobiliser, pour avoir confiance en l'avenir aussi. Oui. Alors, d'abord, ils se mobilisent. Je crois qu'il y a un chiffre qui montre que 50% des jeunes, enfin en tout cas de cette génération-là, de cette tranche d'âge, est engagée dans une association. Donc la moitié des jeunes engagés dans une association, dans une caritative, sociale, écologique, c'est quand même vachement important. Moi, j'étais assez surpris de ce chiffre, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Donc ils sont engagés. Sur notre Parlement des jeunes, il y a une frange qui est particulièrement engagée. Donc Clémence fait partie, j'ai envie de dire, des engagés, des engagés, mais on en a d'autres qui sont encore plus engagés. En tout cas, ce qu'ils disent, et ça c'est vraiment important, c'est qu'ils veulent prendre toute leur place dans la vie démocratique, dans la vie citoyenne du pays. Donc ils sont prêts à prendre leur place. Il faut leur donner. Alors il y a tout un tas d'initiatives qui existent. Clémence le disait, elle fait partie du conseil municipal des jeunes de sa ville. Il y a déjà des cercles où ils sont admis, entre guillemets. Alors il ne faut pas qu'ils soient simplement admis, il faut vraiment qu'ils soient associés. Et ça, c'est vraiment une grande différence. En cela, est-ce que le droit de vote, dont vous parliez tout à l'heure, c'est un sujet important pour eux? Oui, alors ils nous ont exprimé, je ne sais pas si c'est général, mais en tout cas, il y a une idée qui est sortie de dire qu'il faudrait un droit de vote encore un petit peu plus jeune, à 16 ans. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, c'est ce qu'ils ont émis dans le cadre du Parlement des jeunes. Ça peut sembler un peu paradoxal par rapport au taux d'abstention, mais à la limite, pourquoi pas le vote à 16 ans. Mais je pense que ce qu'on a, nous, vu, en tout cas dans les analyses qu'on fait du travail qu'ils ont fait, c'est qu'ils veulent surtout un renouvellement de l'exercice démocratique. C'est pas de voter une fois tous les 5 ans ou de voter à des élections, c'est qu'effectivement, cet exercice, il soit plein et entier à tous les niveaux, que ce soit au lycée, que ce soit à l'école, que les représentants des élèves aient une voix qui compte vraiment. Et les parents aussi d'ailleurs, parce que moi j'étais représentant des parents et je trouve que notre voix compte pas beaucoup. Mais voilà, c'est que dans les conseils municipaux, effectivement, ils aient une vraie voix et qu'ils soient entendus, écoutés et plus qu'écoutés, associés aux décisions. Et pareil dans l'entreprise, ils sont très en attente. On était assez surpris de ça, que même s'ils sont jeunes, ils rentrent dans l'entreprise très jeunes. Il y en a qui rentrent à 17, 18 ans, 19 ans dans les entreprises. Et ben ils soient entendus, ils soient écoutés par les dirigeants ou par les instances. Voilà, donc ils veulent qu'il y ait un renouvellement. Ils disent aussi plus de référendums.
Voilà, donc il se trouve que là, ça va être un débat politique, public dans les prochains mois. Donc eux, ils sont a priori plutôt pour des référendums bien ciblés. Voilà, donc c'est intéressant. Ils ont vraiment envie de prendre leur part. Et je pense qu'à ce moment-là, si vraiment ils sont entendus, si vraiment ils sont associés, ils voteront plus. C'est tout le sujet, Exactement. peut-être, effectivement. Peut-être une dernière question pour vous, Clémence. Demain, si on vous annonce en France que vous êtes élu président de la République, quelle serait votre première mesure ? Je pense que j'essaierai de mettre en place une action pour le droit des enfants en particulier. Alors déjà, j'aimerais travailler dans le droit des enfants plus tard. D'accord. Mais surtout parce que les enfants ne sont pas assez respectés, pas assez entendus aujourd'hui. Leurs droits sont menacés, c'est ce que vous nous dites. Oui, exactement. Et je pense que c'est ce qui est primordial pour notre société, enfin pour demain, pour l'avenir de notre société. Donc j'irai plus vers cette voie-là. Et après une femme présidente de la République, Jacques, c'est à votre tour. Quelle serait votre première mesure phare ? Je ne sais pas si ça serait une mesure, en tout cas, ça serait un acte. Ça serait d'aller lire toutes les propositions qui ont été faites dans la grande consultation nationale que le président de la République a faite après les Gilets jaunes. C'est aux archives nationales. Je l'ai appris il y a très peu de temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais personne ne sait que c'est consultable aux archives nationales. Or, c'est un cahier de doléances incroyable que les Français ont établi. Et je ne suis pas sûr que nos dirigeants en ce moment prennent acte de ce qu'il y a dedans. Il y a plein de choses, on me l'a dit. C'est donc ce que vous leur demandez. C'est la première chose que je ferais, j'irai relire ça. Et ben voilà, ils sont 150 jeunes parlementaires à se retrouver aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental pour défendre et demander l'application de leurs propositions auprès des décideurs du monde politique, économique, syndical et associatif. On va suivre avec intérêt vos propositions et vos avancées. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Clémence Braquet, vous avez 17 ans, jeune parlementaire et porte-parole de ce Parlement des jeunes. Jacques Huybrecht, vous êtes le fondateur de cette initiative. Merci encore à vous d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Jeanne, pour cette chronique toujours aussi passionnante. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et nous on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.